Ouais. Ok. Oui, puis moi j'ai un truc, ça abîme la confiance entre vous. Ça fait réagir à ce qu'il y a au bac. Sur le côté. Merci. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui suit en ce moment pour dire est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise? Où est-ce que nous en sommes? Merci madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la République française, au président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, il nous fait un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur qu'on reconnaît des amis et le président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont de beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason évidemment de la politique africaine par rapport évidemment à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais des partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que, moi j'allais dire, cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Nous leur avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu les émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidé depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier
commencé le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir, nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts, qui revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet à prise en compte qui s'est plutôt attardé sur la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariat importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois, bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de nous suivre, c'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française PRGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie, et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet. Et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille, que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau, parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et que c'est temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance, en attendant évidemment les questions des journalistes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment, pour ne pas dire celle de l'Est en particulier? D'abord, je veux dire que je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite en effet en République démocratique du Congo, dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation.
Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le président particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue en quelque sorte d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici en effet que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor du bassin du fleuve. Alors cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte de nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. Est-ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter? Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine, sur le territoire européen, et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté les acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profilent sur le terrain, les situations extrêmes qui sont à la fois à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen énergique d'avoir annoncé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités.
J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations Unies leur rôle indispensable, et je l'en remercie. Et donc ensemble, nous devons travailler, Union européenne, Union africaine, organisations sous-régionales, pays de la région et Nations Unies, à ce qu'on chacun donc apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. À cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine, à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en œuvre, j'en suis convaincu, est le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. À cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue avec le président Lourenço, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose: tous ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le programme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix, avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront ont une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays, et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc, aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation préventive, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être aux côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer les solutions. On vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres, et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences, et y compris les Européens. Et je me félicite que 2 commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe,
sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier. Nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux. Parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption. Mais nous avons notre place à jouer, ni plus, ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. J'aurai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçu par le professeur Muyembe, découvreur du virus Ebola, dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'INSERM, de plusieurs de nos laboratoires, combien chercheurs, nos épidémiologistes sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années, ici même, et je veux saluer cette coopération, mais l'INRP dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle qui est au fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts, si importante et que vous avez réévoquée. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance. Il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre, d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour les aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sport, univers virtuel. De nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, à jouer sa vocation, et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importantes. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien, à mes yeux, la langue française n'est pas simplement un trait d'union, mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi, ici, pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984, parler de francophonie, il a défendu ici, la France était 2 fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une force, une fierté, mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain, et je souhaite qu'ensemble on puisse bâtir les prochains rendez-vous. Et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2020. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Le président Tshisekedi, êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'Est du pays comme les Congolais le réclamaient? La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi?
Et toute petite question supplémentaire, Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassou Nguesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques passées? Les Français, bien évidemment, sont satisfaisants, mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. Et là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. Je l'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infra-humaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituelle, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire que cette est refaite au moment où les populations font un mouvement vers leur localité d'origine. Les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité, cette fois-ci à la Commission électorale nationale indépendante, de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs. Parce qu'en ce moment, je vous rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça il faut le préciser. Mais ce n'est pas la France qui apportera la solution. Je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. Et je pense que c'est à la fois l'honnêteté, c'est la condition pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là en donnant le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. Pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, je soutiens le processus. Je fais confiance aussi à l'engagement du président Lorenzo. Et j'espère en quelque sorte ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions, parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de retrouver une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer pour terme, et il faut le faire parce que c'est livré du matériel médical qui va se mourir dans des situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés et de déplacés, et je souscris à ce qui a été dit par le président, et nous accompagnons
sur le retour de ces populations vers des documents qui est libéré par les 23. Le président a aussi parlé d'autres camps de réfugiés qui sont aussi votés. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance. Et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus, avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre, et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient aux meilleurs standards, et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux, déployés partout, avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote, et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi j'ai confiance en cela, je sais combien le président Tshisekedi, qui est le fruit d'une alternance politique, est attaché à la clarté démocratique. Il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions. Et le rôle de la communauté internationale, c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique, vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. C'est une façon de défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on parle d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir de nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas, et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, ben vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir. Et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le fruit de... C'est le propre exactement ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite. Parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, des externes, multiples, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, notre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a
risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda. L'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle va intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés d'hier? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il nous faut pour nous. Si c'est qui m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle les explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation, elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, ben, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens, américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel, quoi. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journalisme. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez au combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Il n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. La secrétaire d'État Chrysoula Zakuro-Poulou a ouvertement condamné au nom de la France le soutien apporté par le Rwanda en 2023. 3 mois plus tard, qu'est-ce qui fait qu'au plus haut niveau, vous n'arrivez toujours pas à le faire? Pourquoi?
la langue lourde sur cette question. Monsieur le Président, pourquoi le mot agression est considéré comme un tabou? Votre homologue juste à votre côté l'a prononcé 6 fois, j'ai compris. Pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants l'Église et les pauvres? Vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité. Alors le peuple congolais voudrait également entendre cette vérité de votre bouche, l'agression rwandaise. Au président Tshisekedi, Excellence, n'avez-vous pas l'impression d'être pris au piège par l'EAC et à tous ces processus? 3 calendriers, 3 calendriers de retrait. Toujours voyez, comment sortir de ces pièges alors que le mandat offensif de la France régionale est bien clair? Merci. D'abord, lorsque la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC, ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires. Au contraire, c'était pour des problèmes d'avantage douaniers. Je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivant à l'Est, les opérateurs économiques, j'entends, et même bien d'autres dans d'autres secteurs, travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est. Et lorsqu'il y a importation de denrées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam principalement que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et ça avait un impact négatif pour notre économie parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique. Il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continentale, l'intégration de l'Afrique. Ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer, et ça l'est, c'est une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda fait la guerre, mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Alors, maintenant, lorsque vous me parlez de piège, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que d'abord, les forces kenyanes se sont déployées comme elles s'étaient engagées de le faire, c'est le cas. La difficulté, et j'en conviens avec vous lorsque vous parlez de sorte d'attitude bizarre de la part de la communauté d'Afrique de l'Est, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à la contrainte, comme ça avait été le cas. Mais vous savez, la contrainte, c'est la guerre. La guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Vous avez plusieurs exemples dans le monde. Et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix, mais alors jusqu'au bout. Et c'est notre cas aussi. Nous, République démocratique du Congo, qui sommes les plus concernés par cette agression. Parce qu'à cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça, des tas de projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins
viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal, parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses, et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc, donnons d'abord une chance à la paix, et je suis d'accord avec ces pays voisins, et ensuite, nous verrons. Mais comme je l'ai dit, moi je reste vigilant parce que dubitatif, compte tenu de ce que je sais des velléités rwandaises, et compte tenu de ce que je sais de leur engagement pris jusqu'ici, qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Après, ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait tout à fait, excusez-moi. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais. Vous le savez comme moi. Ce n'est pas une agression de puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. Mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays, une réalité. Donc, je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression. J'ai aucun problème de tous ces groupes, y compris les ADF et autres. Et la France est un soutien et un allié de la réalité contre à la fois cette pillage, volonté de balkanique. La question qu'il y a derrière, c'est de savoir si on peut passer un cran supplémentaire, elle est tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Dénonçons, condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, et au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, aux M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Rwanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi. Je serai intempestif à vous dire il faut que tu sanctionnes. Je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribune ici devant nous. Et demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je peux trouver de solutions plus intelligentes et plus crédibles. Et donc dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. C'est très clair. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par notre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation. Depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires. Je n'ai pas grand-chose de neuf. Donc, ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance, en effet, dans un moment comme le nôtre, de passer 4 jours en Afrique, dans cette région qui est une région où une partie de notre histoire aussi s'est jouée. On était à Brazzaville hier, qui était la capitale de la France libre, où il y a une partie de notre passé, mais surtout beaucoup de notre avenir, sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité culturelle, linguistique, mais aussi sécuritaire. Et donc, je pense que c'est important, au sein de la République française, que les ministres compétents puissent se déployer, y compris dans ces moments-là, pour porter la voix de la France, agir. Et tout n'est pas suspendu à une seule chose, tout ne doit pas l'être. Nous continuons à avancer, mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française ici, depuis Kinshasa, à la fois parce que je n'ai pas grand-chose à dire, et ensuite par respect pour nos amis, compte tenu de ce qu'ils sont en train de vivre. Et je voulais simplement dire qu'on est ensemble. Toza et Longo, Tuko Pamoja, Tuji Pamwa, Betukele Kimbuka.